On a tous déjà eu cette impression, non? Ce sentiment que notre conscience, notre vrai nous, est bien plus vaste que ce simple organe qu'on a dans le crâne. C'est une question qui tarote les philosophes depuis des siècles. Eh bien aujourd'hui, on va explorer une réponse assez surprenante, proposée il y a plus de 100 ans dans un livre, L'énergie spirituelle d'Henri Bergson. Alors, pour décortiquer cette idée, qui est, disons-le, assez audacieuse, on va suivre le raisonnement de Bergson pas à pas. On va commencer par l'énigme de l'esprit, puis on se penchera sur la vision classique du cerveau-ordinateur, ensuite on verra comment Bergson redéfinit la conscience, avant de nous révéler sa vraie fonction, celle de filtre. Et pour finir, on cherchera des preuves avant d'explorer les implications vertigineuses de sa théorie. Allez, c'est parti. Première étape donc, on pose le problème. Bergson, lui, il s'attaque à une idée reçue, une hypothèse fondamentale, qu'on prend souvent pour acquise sans même y penser. La science nous dit souvent qu'on est notre cerveau, point. Et pourtant, on a cette intuition, ce sentiment, que notre esprit, notre moi, ça déborde de toutes parts. Bergson, il ne se contente pas de ce sentiment, non, il veut le démontrer. Ok, pour bien comprendre à quel point l'idée de Bergson est radicale, il faut d'abord regarder la vision dominante, celle qu'on entend le plus souvent, qui compare le cerveau à une sorte de super-ordinateur biologique. Et c'est là qu'est toute la contradiction. D'un côté, on a la vision scientifique, classique, l'esprit n'est qu'un produit du cerveau, une sorte de phosphorescence, une conséquence de l'activité neuronale. De l'autre, il y a notre expérience de tous les jours, qui nous souffle que notre esprit s'étend bien au-delà de notre corps et qu'il contient les souvenirs de toute une vie. Alors comment on réconcilie les deux? Alors, par où Bergson attaque-t-il ce modèle? Son point d'entrée, son premier indice, c'est de redéfinir complètement ce qu'est la conscience. Pour lui, la conscience, ce n'est pas juste une perception passive du monde. Non, c'est fondamentalement lié à l'action. C'est cette capacité incroyable à retenir le passé en mémoire tout en anticipant le futur, dans un seul but, nous permettre de faire un choix qui ne soit pas un simple réflexe automatique. Et dans cette perspective, le cerveau, ce n'est plus une usine qui fabrique des pensées, c'est plutôt un standard téléphonique, un commutateur hyper sophistiqué. Son job, c'est d'être un organe de choix qui connecte une perception à une action possible. Il ne crée pas l'appel, il le redirige. L'idée clé, c'est donc ça. La conscience, c'est la capacité de choisir. D'accord. Si la conscience, c'est le choix, et le cerveau, l'organe du choix, quelle est leur vraie relation? C'est là qu'on arrive à la grande révélation de Bergson, l'idée qui retourne complètement la perspective habituelle. Bergson utilise une métaphore toute simple mais super puissante. Un vêtement est solidaire du clou sur lequel il est accroché. Si on bouge le clou, le vêtement bouge avec. Mais ça ne veut pas dire que le clou et le vêtement sont la même chose. Eh bien, de la même manière, l'esprit est accroché au cerveau. Ils sont liés, oui, mais l'esprit est infiniment plus vaste. Et voilà l'idée centrale, le cœur de sa pensée. Le cerveau ne produit pas la conscience, il la limite. C'est un filtre, un réducteur. Sa fonction, c'est de canaliser l'immense réalité de notre esprit pour ne laisser passer que ce qui est utile à l'action, là, maintenant. Bergson dit que c'est l'organe de l'attention à la vie. En gros, un mécanisme pour nous garder concentrés sur l'essentiel, pour survivre et être efficaces. Bon, c'est une théorie fascinante, mais il y a des preuves? Bergson, tel un détective, va les chercher dans un domaine assez inattendu. L'étude de l'aphasie, c'est-à-dire la perte de l'usage des mots. Le modèle du cerveau-ordinateur, lui, a une réponse toute simple. Si une partie du disque dur est abîmée, les fichiers de souvenirs sont corrompus ou effacés. Logique. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Des études sur l'aphasie progressive montrent un truc très étrange. Les mots ne disparaissent pas au hasard. Ils disparaissent dans un ordre bien précis. D'abord les noms propres, puis les noms communs, les adjectifs, et en tout dernier les verbes. Mais pourquoi une lésion physique, un trou dans le cerveau, respecterait-elle les règles de la grammaire? C'est bizarre, non? L'explication de Bergson est géniale. Pour lui, la lésion n'efface pas le souvenir. Elle endommage le mécanisme qui permet au corps de mimer l'idée pour la faire revenir à la conscience. Pensez-y une seconde. C'est beaucoup plus facile pour le corps d'esquisser l'action de courir que de mimer une personne précise comme Napoléon. C'est pour ça que les verbes, qui sont l'action pure, sont les plus résistants. Et là, ça soulève une question vertigineuse. Si les souvenirs ne sont pas dans le tissu cérébral endommagé, s'ils ne sont pas détruits, mais où sont-ils alors? Cette question, où sont les souvenirs, nous amène directement à la conclusion la plus folle et la plus profonde de la théorie de Bergson. Une idée qui change radicalement notre façon de voir ce que nous sommes. La réponse de Bergson est juste stupéfiante. Les souvenirs ne sont nulle part dans le cerveau, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été perdus. Notre passé tout entier est là, conservé, intact dans notre esprit.
Le cerveau, lui, agit comme un masque, un filtre qui ne laisse passer que le petit fragment de souvenir utile pour l'action qu'on est en train de faire. Pour le dire avec ces mots, la vie mentale déborde la vie cérébrale. L'esprit n'est pas contenu dans le cerveau, pas plus que le musicien n'est contenu dans son violon. Le cerveau, c'est juste l'instrument qui permet à l'esprit de s'exprimer dans le monde physique. Et ça nous laisse avec une dernière question, forcément provocatrice. Si l'esprit n'est pas un produit du cerveau, mais une réalité bien plus grande qui lui est simplement attachée le temps d'une vie, qu'est-ce que ça peut bien impliquer sur son destin final ?